Guerre de succession à Etoudi. Le message caché de Samuel Mvondo Ayolo. Une phrase. Une seule phrase, glissée au détour d'une interview, et voilà tout Yaoundé qui la commente depuis plusieurs jours. Elle ne parle pas de santé. Elle ne parle pas de retour. Elle parle de ceux qui, à l'intérieur même du système, attendraient un départ. Et elle les prévient, ils pourraient bien partir avant. Ce soir, on décortique une interview qui devait rassurer, et qui, en réalité, ressemble surtout à un avertissement. Partie 1, ce que l'on sait. Reprenons la chronologie, posément. Paul Biya quitte Yaoundé le dimanche 7 juin 2026, en milieu de journée, accompagné de son épouse Chantal Biya, du vice-amiral Joseph Fouda et de son directeur du cabinet civil, Samuel Mvondo Ayolo. Selon les révélations de Jeune Afrique, ce départ aurait été avancé par rapport au calendrier initialement prévu, sur recommandation médicale. Le magazine évoquant une prise en charge générale et une intervention au genou, initialement programmée avant la fête nationale du 20 mai. Dès le 18 juin, un premier communiqué officiel, signé du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, qualifie ces informations de conjectures malveillantes et infondées. Mais un détail retient l'attention des observateurs. Ce même communiqué reconnaît que le chef de l'État pourrait, je cite la formule officielle, légitimement saisir l'opportunité de son séjour à Genève pour envisager de simples consultations médicales. Autrement dit, sans le dire vraiment, le gouvernement laisse la porte entrouverte sur l'hypothèse médicale, tout en écartant celle d'une hospitalisation. Le 27 juillet, le pays franchit un cap symbolique, 50 jours d'absence. Du jamais vu pour un président en poste depuis 1982. Le lendemain, Jeune Afrique publie une enquête au titre sans détour, évoquant les coulisses d'un séjour médical présidentiel en Suisse, avec une prise en charge dans une clinique privée genevoise depuis le 7 juin. C'est dans ce contexte précis que Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence, accorde à son tour un entretien exclusif à Jeune Afrique. Sa position, rapportée par plusieurs médias, Paul Biya n'aurait jamais été hospitalisé en Suisse, il serait en très bonne santé, il continuerait de travailler actuellement sur plusieurs dossiers. Pour illustrer cette vitalité, le directeur du cabinet civil évoque même un déjeuner du président avec ses proches dans un restaurant d'Évian, en France, ainsi qu'une liaison permanente maintenue avec Yaoundé, où Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence, gérerait les affaires courantes. Voilà pour le volet sanitaire du démenti. Mais ce n'est pas cette partie de l'interview qui a le plus fait parler. Partie 2. Le conflit. Deux lectures d'une même phrase. D'un côté, la version du palais. Un président en pleine forme, un pouvoir qui continuerait de s'exercer normalement depuis Genève, des dossiers d'État traités à distance. De l'autre, une opinion publique et une partie de la classe politique qui peinent, selon plusieurs observateurs, à être totalement convaincus par cette version, d'autant que le poste de vice-président, créé lors de la révision constitutionnelle d'avril 2026, resterait toujours non pourvu et que le pays n'a jamais connu, en 44 ans, de transition à la tête de l'État. Mais c'est une autre phrase, cette fois, qui cristallise les débats. Interrogé sur les rumeurs les plus extrêmes, dont celle évoquant un décès du chef de l'État, Samuel Mvondo Ayolo aurait balayé l'hypothèse en ces termes, rapportée par plusieurs médias. Vous pensez que nous serions irresponsables au point de cacher le décès du chef de l'État? Puis, plus loin, cette formule qui a fait l'effet d'une bombe dans les couloirs du pouvoir. Selon certains confrères, ceux qui attendent la mort de Paul Biya partiront peut-être avant lui. D'un côté, on peut lire cette phrase comme une simple mise en garde adressée à ceux qui, selon le directeur du cabinet civil, alimenteraient des rumeurs malveillantes. De l'autre, plusieurs analystes camerounais y voient un message à double destinataire. Non seulement ceux qui répandent des rumeurs depuis l'extérieur, mais aussi, potentiellement, certains cadres du sérail lui-même, soupçonnés d'anticiper une succession avant l'heure. Mvondo Ayolo aurait d'ailleurs évoqué l'existence de taupes au sein de l'entourage présidentiel. Un terme fort, dont la portée exacte reste, elle, sujette à interprétation. Qui vise réellement cette mise en garde? Le gouvernement n'a pas donné de nom. Et c'est précisément l'absence de nom qui alimente toutes les spéculations. Partie 3. Décryptage. Le non-dit derrière le démenti. Entrons maintenant dans la partie la plus intéressante de cette séquence. Parce qu'en politique, il y a ce qui est dit, et il y a ce qui est laissé entre les lignes. Au Cameroun, on dit souvent qu'un vieux chef ne parle jamais pour remplir le silence. Chaque mot est choisi. Chaque absence de mot l'est aussi. Et parfois, le silence lui-même devient un message. Alors, regardons cette interview non pas comme une simple réponse à une rumeur, mais comme un exercice de communication politique. Première affirmation, le président Paul Biya n'a jamais été hospitalisé en Suisse. La formule est catégorique. Il n'y a ni nuance, ni conditionnel, ni réserve. Pourtant, cette déclaration intervient plusieurs jours après la publication d'une enquête de Jeune Afrique qui avançait une version différente des faits
évoquant une éventuelle prise en charge médicale dans une clinique privée genevoise, en s'appuyant sur des sources anonymes. Nous nous retrouvons donc face à deux récits. D'un côté, un média affirme disposer d'informations issues de plusieurs sources. De l'autre, un ministre dément officiellement. À ce stade, le public ne dispose pas d'éléments indépendants permettant de vérifier définitivement l'une ou l'autre version. Et c'est précisément là que commence le véritable sujet. Parce qu'en communication politique, le plus important n'est pas toujours de savoir qui parle. Le plus important est souvent de comprendre pourquoi on parle maintenant. Pourquoi attendre plusieurs semaines avant d'apporter un démenti officiel? Pourquoi laisser les spéculations occuper l'espace médiatique pendant aussi longtemps? Pourquoi ne pas avoir communiqué plus tôt, avec des éléments susceptibles d'être vérifiés indépendamment? Voilà les questions qui restent ouvertes. Au Cameroun, lorsqu'un voisin tarde à répondre à une accusation, les anciens disent souvent en riant. Celui qui arrive en retard à la palabre trouve déjà son nom écrit sur le tableau. C'est une manière imagée de rappeler que, dans une crise de communication, le temps joue rarement en faveur du silence. Et ce silence, justement, mérite d'être observé. Depuis plusieurs semaines, les déclarations officielles semblent suivre un même schéma. Les mots changent très peu. Les expressions reviennent presque à l'identique. On entend « le président travaille »,« le président est en bonne santé », le président suit les dossiers, le président reviendra bientôt. Puis encore, il travaille sur plusieurs dossiers importants. Puis encore, il est vivant. Puis encore, il n'a jamais été hospitalisé. Autrement dit, la stratégie paraît reposer davantage sur des affirmations répétées que sur la production d'éléments permettant au public de constater lui-même la situation. Et c'est ici que la satire camerounaise commence doucement à sourire. Parce qu'au pays, lorsqu'un enfant répète 20 fois qu'il n'a pas mangé le poisson dans la marmite, la grand-mère ne commence pas par croire l'enfant. Elle regarde d'abord la bouche, ensuite les doigts, puis la casserole. Et seulement après, elle écoute les explications. Autrement dit, la confiance ne se décrète pas. Elle se construit. Ce n'est pas parce qu'une phrase est répétée 10 fois qu'elle devient automatiquement plus convaincante. Parfois même, c'est exactement l'inverse. Plus une communication reprend toujours les mêmes formulations, plus certains observateurs peuvent se demander pourquoi elle n'évolue jamais. C'est un phénomène bien connu en communication de crise. Lorsqu'une institution répète continuellement les mêmes éléments de langage sans apporter d'informations nouvelles, chacun finit par interpréter ces répétitions à sa manière. Les partisans y voient une preuve de stabilité. Les sceptiques y voient une tentative de gagner du temps. Et les citoyens ordinaires, eux, restent souvent entre les deux, avec davantage de questions que de réponses. Mais l'élément qui intrigue peut-être le plus dans cette interview ne concerne pas la santé présidentielle. Il concerne les fameuses taupes. Cette expression mérite qu'on s'y arrête. Parce qu'elle est tout sauf anodine. Dans le langage politique, parler de taupe, c'est reconnaître, au moins implicitement, qu'il existe des fuites d'informations. Or, s'il existe des fuites, cela signifie que certaines informations circuleraient à l'intérieur même des cercles du pouvoir. Et lorsqu'un responsable politique évoque publiquement ces taupes, plusieurs lectures deviennent possibles. Peut-être cherche-t-il simplement à dénoncer ceux qui alimentent les rumeurs. Peut-être souhaite-t-il rappeler un principe de loyauté. Ou peut-être adresse-t-il un message à destination de certains responsables administratifs. À ce stade, personne ne peut l'affirmer avec certitude. Mais une chose est sûre. Cette partie du discours dépasse largement la simple question de l'état de santé du chef de l'État. Elle touche au fonctionnement interne du pouvoir. Et surtout, au climat qui pourrait régner dans certains cercles décisionnels. Puis arrive cette phrase. Ceux qui propagent ces rumeurs partiront peut-être avant le président. Voilà une formule qui, en politique, ne passe jamais inaperçue. Parce qu'elle peut être comprise de plusieurs façons. Pour certains, il s'agirait simplement d'une image destinée à rappeler que le président reste politiquement solide. Pour d'autres, cette phrase pourrait être perçue comme une mise en garde adressée à ceux qui alimenteraient certaines spéculations. L'interprétation reste ouverte. Mais une chose est certaine, lorsqu'un discours censé rassurer commence à parler de départ, de taupes et de sanctions possibles, le registre change. On quitte progressivement le terrain médical. On entre dans celui des rapports de force. Et là, la politique camerounaise retrouve son sport préféré. Le championnat national du regard de travers. Au Cameroun, certains disent en plaisantant. Ici, même deux personnes qui boivent le café ensemble peuvent déjà préparer leur communiqué séparément. Bien entendu, il s'agit d'une image satirique. Mais cette image illustre une réalité souvent évoquée par les analystes.
Dans les périodes où l'incertitude augmente, chaque déclaration officielle est examinée comme un indice. Chaque nomination, chaque absence, chaque voyage, chaque apparition, chaque silence, tout devient matière à interprétation. C'est un peu comme un match de football où les supporters commentent même la façon dont l'entraîneur s'assoit sur le banc. Au bout d'un moment, le moindre détail prend des proportions immenses. Depuis plusieurs semaines, de nombreux observateurs estiment que la principale difficulté n'est pas seulement la question de la santé présidentielle. Elle concerne aussi la préparation, réelle ou supposée, de l'après. Depuis 1982, le Cameroun a connu une remarquable continuité au sommet de l'État. Naturellement, plus le temps passe, plus les interrogations sur la succession prennent de l'importance dans les débats publics. Cela ne signifie pas qu'une transition soit imminente. Cela signifie simplement que le sujet existe, et qu'il alimente analyses, commentaires et spéculations. Dans ce contexte, chaque prise de parole officielle remplit potentiellement deux fonctions. La première consiste à rassurer l'opinion publique. La seconde pourrait être d'envoyer un message aux acteurs du système politique eux-mêmes. Autrement dit, parler au pays, mais aussi parler à ceux qui gouvernent le pays. C'est une pratique que plusieurs spécialistes de la communication politique observent dans différents États confrontés à des périodes d'incertitude. Ainsi, certains analystes estiment que cette interview pourrait être lue comme un double message. Un démenti destiné au grand public et, simultanément, un rappel à l'ordre adressé, en interne, à ceux qui seraient tentés de nourrir ou de relayer certaines informations. Cette lecture demeure une hypothèse d'analyse et ne peut être présentée comme un fait établi. Enfin, certains commentateurs évoquent parfois, à titre de comparaison historique, des épisodes des années 1980 où des tensions internes avaient précédé d'importantes évolutions institutionnelles. Ces parallèles peuvent nourrir la réflexion, mais ils ont leurs limites. Chaque contexte politique est différent et il serait hasardeux d'en déduire que l'histoire se répète. Au fond, cette séquence rappelle une vieille sagesse populaire camerounaise. Quand le tam-tam change de rythme, même ceux qui ne dansent pas tendent l'oreille. Aujourd'hui, le débat dépasse donc largement une simple question de santé. Il porte aussi sur la communication du pouvoir, sur la gestion de l'incertitude et sur la manière dont chaque mot, chaque silence et chaque démenti sont désormais scrutés par l'opinion. Et c'est précisément ce qui rend cette affaire aussi suivie et aussi commentée. Partie 4. Satire des pratiques. L'art de rassurer sans prouver. Entrons maintenant dans la partie où l'on s'intéresse non plus aux personnes, mais aux méthodes. Parce que les hommes passent, les fonctions changent, mais certaines techniques de communication semblent, elles, traverser les années avec une étonnante longévité. Bien entendu, ce qui suit relève d'une lecture satirique des mécanismes de communication politique. Il ne s'agit pas d'affirmer une intention cachée, mais d'observer, avec un sourire, certaines pratiques que l'on retrouve dans de nombreux contextes politiques. Au Cameroun, les anciens disent souvent « Quand la marmite commence à faire beaucoup de bruit, ce n'est pas toujours parce que le repas est prêt. Parfois, c'est simplement parce que le couvercle danse. » Et parfois, en politique aussi, on parle beaucoup, sans forcément ajouter beaucoup d'informations nouvelles. Bienvenue donc à l'Académie nationale de la communication de crise, une école imaginaire où l'on apprend l'art délicat de rassurer tout le monde, sans jamais montrer les devoirs. Première leçon. Une phrase bien répétée vaut parfois 10 conférences de presse. Imaginez un professeur entrant dans une salle de classe. Il écrit au tableau. Il n'a jamais été hospitalisé. Puis il repose la craie. Cours terminé. Questions interdites. Les étudiants applaudissent. Diplôme distribué. Évidemment, c'est une caricature. Mais elle illustre un principe souvent observé. Lorsqu'une crise éclate, certaines communications privilégient une affirmation claire et catégorique plutôt qu'une démonstration détaillée. Or, le citoyen moderne est devenu exigeant. Il ne cherche pas seulement des déclarations. Il cherche aussi des éléments qui lui permettent de comprendre. Dans une époque où chaque téléphone est une caméra et où chaque événement est documenté presque en temps réel, l'opinion publique compare, vérifie, recoupe. Elle ne fonctionne plus comme il y a 30 ou 40 ans. Autrement dit, la confiance ne se construit plus uniquement avec des mots. Elle se nourrit aussi de transparence. Et lorsque cette transparence tarde à venir, chacun remplit naturellement les espaces vides avec ses propres hypothèses. Comme on dit chez nous, si tu laisses la cour sans gardien, ce sont les chèvres qui organisent la réunion. En communication, le vide est rarement vide très longtemps. Il est rapidement occupé par les rumeurs, les commentaires, les vidéos, les analyses et parfois les fausses informations. Deuxième leçon, ne désignez personne. Tout le monde se sentira concerné. Arrive alors le célèbre chapitre intitulé « Les taupes ». Ah, les taupes. Quel mot extraordinaire. Il possède un avantage redoutable. Il ne désigne personne.
Et pourtant, il inquiète tout le monde. C'est un peu comme lorsqu'au village le chef réunit toute la famille et déclare simplement « Quelqu'un ici raconte nos affaires dehors ». Plus personne ne regarde le chef. Tout le monde commence à regarder son voisin. Celui qui tousse devient immédiatement suspect. Celui qui évite le regard aussi. Même celui qui n'a absolument rien fait finit par se demander s'il n'a pas fait quelque chose sans s'en rendre compte. Voilà toute la puissance d'un mot volontairement imprécis. Dans beaucoup de systèmes politiques, l'ambiguïté peut parfois produire davantage d'effets qu'une accusation directe. Car chacun complète lui-même les blancs. Et parfois, l'imagination travaille plus vite que n'importe quelle commission d'enquête. Troisième leçon, annoncer l'inévitable, sans jamais parler du calendrier. Puis vient cette phrase. Le président partira un jour. Personne ne peut sérieusement contester cette évidence. Tous les dirigeants quittent un jour leurs fonctions, d'une manière ou d'une autre. C'est une réalité universelle. Mais ce qui amuse dans cette formulation, c'est qu'elle répond à une question que personne ne posait vraiment. La véritable interrogation porte moins sur le principe du départ que sur la manière dont les institutions gèrent les périodes d'incertitude. Dire qu'un président partira un jour, c'est un peu comme annoncer. La saison des pluies reviendra. Oui, certainement. Mais demain, dans 6 mois, dans 5 ans, personne ne le sait. Et précisément, la phrase ne répond pas à cette attente. Elle humanise. Elle apaise peut-être. Mais elle ne précise rien. Au Cameroun, on connaît bien ce genre de réponse. Tu demandes à ton oncle. On mange à quelle heure? Il répond. On va manger. Oui. Merci tonton. Mais quand? La communication politique ressemble parfois un peu à cette scène familiale. Quatrième leçon, parler au public ou parler à la maison. Puis arrive ce moment particulier où le discours semble changer de destinataire. Au début, on répond aux citoyens. Ensuite, on semble répondre aux journalistes. Puis, progressivement, certains observateurs peuvent avoir l'impression que le véritable public est ailleurs. À l'intérieur même de l'appareil d'État. Lorsqu'on évoque publiquement des taupes, des comportements déloyaux ou des fuites, plusieurs analystes estiment que le message pourrait aussi être destiné aux responsables du système eux-mêmes. Cette interprétation reste une hypothèse de lecture et non un fait établi. C'est un peu comme un père qui gronde son fils devant les visiteurs. Officiellement, il parle au fils. En réalité, toute la famille comprend que le message concerne beaucoup plus de monde. Au Cameroun, on appelle parfois cela « envoyer le caillou dans la brousse ». Le propriétaire de la chèvre sait très bien que le caillou ne lui était pas destiné personnellement. Mais il rentre quand même attacher sa chèvre. Cinquième leçon. Surtout, ne laissez jamais la satire manquer de travail. Il faut reconnaître une chose. Les communicants politiques rendent un immense service aux humoristes. Chaque formule officielle devient un nouveau terrain de jeu. Chaque communiqué devient un exercice d'interprétation. Chaque silence devient un roman. Chaque apparition devient un documentaire. Et chaque absence devient une série télévisée en 10 épisodes. Les Camerounais ont cette capacité extraordinaire à transformer la politique en conversation quotidienne. Au marché, dans les taxis, chez le coiffeur, au quartier, à la boulangerie, même devant un vendeur d'arachides. Quelqu'un lance une phrase. Un autre répond. Le troisième ajoute une théorie. Le quatrième raconte ce qu'il a entendu. Le cinquième jure que son cousin connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et avant midi, le débat national est déjà terminé. Avec 3 conclusions totalement différentes. C'est aussi cela, la richesse du débat public. Mais derrière cette satire demeure une idée sérieuse. Dans toutes les démocraties, la confiance entre les institutions et les citoyens dépend largement de la qualité de l'information mise à disposition. Plus l'information est claire, plus les spéculations diminuent. À l'inverse, lorsque les zones d'ombre persistent, elles alimentent naturellement les interprétations les plus diverses. Conclusion. Alors, que retenir de toute cette séquence? Reprenons calmement les éléments disponibles. Un chef de l'État absent de la scène publique depuis plusieurs semaines. Une enquête journalistique qui avance une version des faits. Un démenti officiel qui en avance une autre. Des citoyens qui cherchent à comprendre. Des journalistes qui continuent de poser des questions. Des analystes qui proposent différentes lectures. Et une communication officielle qui insiste sur un message de continuité. À ce stade, il serait imprudent de présenter comme certaine une version qui ne peut pas être vérifiée de manière indépendante. La prudence reste donc indispensable. En revanche, une chose est observable. Cette interview, qui semblait destinée à refermer le débat, a aussi ouvert une autre discussion.
Non plus seulement sur la santé du président, mais sur la manière dont un pouvoir communique lorsqu'il fait face à une période d'incertitude. Car, au fond, ce qui captive aujourd'hui de nombreux observateurs n'est peut-être pas seulement l'absence d'images récentes ou les démentis successifs. C'est aussi la façon dont chaque mot, chaque silence et chaque formule officielle deviennent des objets d'analyse. Au Cameroun, les anciens disent « Quand plusieurs personnes regardent le même arbre sans voir les mêmes fruits, ce n'est pas forcément l'arbre qui a changé. » Aujourd'hui, chacun lit cette séquence avec sa propre grille d'analyse. Certains y voient un fonctionnement institutionnel normal. D'autres y voient les signes d'une communication sous tension. D'autres encore préfèrent attendre davantage d'éléments avant de se prononcer. C'est précisément ce que produit une période d'incertitude. Elle laisse une place importante aux interprétations. Une certitude, cependant, demeure. Après plus de 4 décennies de pouvoir, la question de la continuité de l'État occupe désormais une place importante dans le débat public. Et tant que des réponses indépendamment vérifiables ne permettront pas d'éclairer certaines interrogations, ce débat continuera probablement d'alimenter les conversations. La question que nous vous laissons aujourd'hui est donc la suivante. Selon vous, une communication officielle gagne-t-elle davantage la confiance des citoyens par des déclarations répétées ou par des informations accompagnées d'éléments vérifiables? Partagez votre analyse dans les commentaires, en restant respectueux des opinions de chacun. Si ce décryptage vous a permis de mieux comprendre les enjeux de cette actualité, abonnez-vous à Camé News, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo autour de vous. Sur cette chaîne, notre objectif reste le même. Analyser les faits, distinguer les informations des interprétations et apporter du contexte, avec un regard critique, satirique mais toujours respectueux des principes de rigueur journalistique. Merci de votre fidélité, prenez soin de vous, et rendez-vous très bientôt sur Camé News pour un nouveau décryptage de l'actualité camerounaise.